L'échiquier international, bienvenue à vous. Une armada de navires de guerre en route pour le golfe Persique. Le président Trump a plusieurs fois menacé de frapper l'Iran avant de se raviser, dissuadé par les pays du Golfe, l'entité sioniste et surtout Riyad et Ankara, dissuadés certes, mais la présence militaire dans la région n'a cessé d'augmenter, comme le porte-avions USS Abraham Lincoln ainsi que les destroyers lance-missiles et les avions de transport et de ravitaillement qui l'accompagnent. On parle également de l'arrivée d'une dizaine d'avions de chasse supplémentaires en Jordanie. Alors l'objectif pour l'instant, constituer une force significative dans la région qui offrirait aux locataires de la Maison Blanche un panel d'options s'ils décidaient de frapper Téhéran. Sauf que ce n'est pas une mince affaire, même pour la puissance de feu américaine. En plus des perturbations régionales économiques, 30 000 GI américains sont postés au Moyen-Orient, sans parler de l'armada de missiles balistiques iraniennes qui pourrait atteindre encore plus dramatiquement l'hydre sioniste que lors du dernier épisode. Frappera-t-il pas? Sommes-nous à la veille d'une guerre tout simplement, synonyme de saut dans le vide pour toute une région, voire le monde? On en parle et c'est tout de suite. Alors, la pression sur Téhéran ne fait qu'augmenter, que cela soit dans le golfe Persique et même au sein du pays. L'Iran est confronté à un vrai défi. Netanyahou s'est enorgueilli d'ailleurs d'avoir déjà des agents sur place pour appuyer la pression populaire. L'Iran a des alliés dans la région, plutôt des partenaires économiques, sans parler du facteur qui est le détroit d'Ormuz, ce couloir si important pour l'économie mondiale qui pourrait être perturbé si jamais la pression militaire augmentait. Trump va-t-il justement franchir le Rubicon? Une des questions que nous poserons à notre invité du jour, Alexandre Haroun, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres, analyste en géopolitique et vous intervenez à partir de Paris. Encore bienvenue. Merci à vous pour l'invitation. Alors Alexandre, on l'a dit, on le répète, l'Iran est secoué par l'une des plus importantes crises internes de son histoire récente, on va en parler, mais surtout il y a cet étau avec l'armada de navires militaires américains qui s'impose quantitativement dans le golfe Persique. Quoi qu'il arrive, Washington veut augmenter encore plus la pression sur Téhéran. Oui, en effet, c'est une manière de maintenir cette dissuasion un peu coercitive de Trump. Il a l'habitude de maintenir une pression sur l'Iran. Là, il y a une sorte d'agenda qui fait que Donald Trump agit pour montrer qu'il soutient les manifestants, pour montrer qu'il n'a pas abandonné les manifestants en Iran. C'est également une manière de montrer aussi à Israël qu'il continue de maintenir une pression sur Téhéran. Et comme vous l'avez dit dans votre introduction, il y a un large spectre de scénarios possibles, à savoir une frappe ciblée contre des installations nucléaires, contre les installations de missiles balistiques, essayer de faire une intervention un peu comme au Venezuela en essayant de prendre en otage des dirigeants de la République islamique iranienne, ou tout simplement de maintenir une pression constante au large des côtes iraniennes, non loin du détroit d'Ormuz, en remplissant également les bases, notamment Al-Ubaid au Qatar, au Koweït, en Irak, pour montrer tout simplement que l'Iran est encerclé et qu'au moindre, on va dire, au moindre méfait de la République islamique iranienne, les États-Unis pourraient intervenir. Mais c'est encore de l'ordre du conditionnel. Aujourd'hui, Trump, c'est vraiment l'homme du bluff, l'homme des négociations aussi, parce qu'on sait qu'en sous-main, il y a toujours des négociations, un canal diplomatique qui est ouvert entre Steve Witkoff et le chef de la diplomatie iranienne. Donc, c'est un peu mêler le vrai du faux, la pression, la diplomatie, mais également le fait de montrer simplement les muscles et d'avoir un discours assez belliqueux contre Téhéran. Mais peut-être que s'il passait à l'acte, cette décision dépasserait la personne de Trump, étant donné que la pression contre l'Iran est présente depuis des années avec l'embargo économique, qui est une arme de guerre, on le rappelle. Est-ce que justement la résilience de l'Iran, est-ce que c'est cela qui a contraint les Américains et les sionistes de passer à l'étape supérieure, à savoir la pression militaire qui ne cesse d'augmenter ?
Il faut savoir que la pression économique est constante. Vous l'avez rappelé, en fait, depuis les années 80, ils ont mis en place des sanctions économiques contre le pouvoir iranien, contre les instances économiques, politiques et gouvernementales iraniennes, de façon à faire en sorte que l'Iran soit pris en étau dans un rouleau compresseur économique. L'Iran a développé une résilience économique avec un modèle tout simplement structurel et économique permettant de contourner ces sanctions. Mais en fait, on voit que ces sanctions, c'est quand même quelque chose qui vise à tout simplement asphyxier l'économie iranienne, vise à pousser le peuple à se rebeller. Bien évidemment, il y a des problèmes en interne en Iran et qui poussent, il y a des réelles revendications, mais ces revendications sont également économiques et qui dit économique dit que c'est lié en raison des sanctions. Sanctions occidentales et américaines, notamment depuis la sortie de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018 par Donald Trump, de manière unilatérale, il faut le rappeler, contre l'avis des Russes, des Chinois et des Européens. Mais il faut aussi rappeler qu'il y a une forme de pression aussi militaire au sein même du pays de l'Iran, du territoire iranien. Le Mossad est présent, a des cellules un peu partout répartis sur le territoire iranien, parce que le territoire iranien est un pays morcelé ethniquement, confessionnellement parlant. C'est un pays qui fait 4 fois la France, donc c'est facile, ou en tout cas d'avoir des liens avec différentes communautés. On sait que le Mossad est également présent en Azerbaïdjan ou pays limitrophe avec l'Iran, qui permet de surveiller, de renseigner, etc. Donc cette action, cette option militaire, c'est une manière de montrer en fait à Téhéran que oui, en fait, toutes les options sont sur la table face à la résilience iranienne, parce que le régime. Oui, allez-y. Non, dans la poursuite de ce que vous disiez, l'Iran est un pays mosaïque de 90 millions d'habitants, vous l'avez dit, on le rappelle également. Parlons justement de cette guerre économique de l'Occident contre le pays. L'Iran, c'est plus de 45 ans de sanctions américaines qui ont conduit à des souffrances massives. C'est vrai qu'on fait des analyses, mais sur place, les Iraniens ont beaucoup souffert de ces sanctions économiques. Le 28 décembre dernier, on le rappelle, des manifestations ont éclaté dans les rues de Téhéran. La monnaie locale, le rial, s'effondrait pour atteindre son niveau le plus bas historique par rapport au dollar américain. Je vous livre cette donnée. Il faudrait 1,4 million de rials pour avoir $1 américain. C'était 700 000 rials au début de l'année. Donc il y a des frustrations économiques en Iran, derrière lesquelles se cache une réalité que les médias occidentaux ne disent jamais. À savoir que l'Iran est l'un des pays ou le pays le plus brutalement et sévèrement sanctionné au monde, aspect qui n'est jamais mis en avant par les analystes en Occident, notamment en France. Oui, en effet, parce qu'en France, on minore ce facteur-là, ce facteur du poids des sanctions économiques qui asphyxie littéralement l'économie iranienne et donc le peuple iranien qui est le premier touché. Ce n'est pas forcément le gouvernement iranien qui est touché, mais c'est le peuple, la composante majoritaire iranienne. Et ces sanctions, comme vous le dites, ne datent pas d'hier. Elles datent de 45 ans. Ça touche surtout le secteur pétrolier, parce qu'il faut savoir que l'Iran, c'est un pays épongé de pétrole et de gaz. C'est un pays qui pourrait être ultra développé, se moderniser, avoir des contrats ailleurs avec d'autres pays étrangers, sauf qu'il y a l'extraterritorialité du droit américain qui impose des sanctions à tout pays qui souhaiterait commercer avec l'Iran. Donc il vit dans une forme d'embargo qu'il essaye bon an, mal an de contourner par le biais d'un système de troc. Je sais que, par exemple, il y a un système d'échange qui est mis en place entre des produits manufacturés qui viennent en Iran et en contrepartie, l'Iran va envoyer des camions-citernes remplis de pétrole en guise de monnaie. Il y a également le fait de commercer sous pavillon étranger. On sait que par exemple, pour exporter son pétrole, notamment vers la Chine, ils vont passer par des pavillons étrangers, donc c'est-à-dire un intermédiaire, un pays tierce, notamment la Malaisie, l'Indonésie et d'autres pays asiatiques qui, en gros, vont aller chercher le pétrole pour la Chine, mais du coup, ça sera un pavillon intermédiaire pour éviter de passer pour passer sous le radar des sanctions américaines. Donc oui, c'est vraiment
un goulot d'étranglement sur l'économie qui pousse en fait la population à en avoir ras-le-bol. Où il y a une grogne populaire qui monte, comme vous l'avez dit, l'inflation est galopante, il y a une paupérisation de tous les secteurs de l'économie et tout pan de la société iranienne. Donc, ce qui fait que automatiquement, ça pousse les gens à se rebeller, à manifester contre le pouvoir en place en disant il faut que vous trouviez des solutions. Ouais. Sauf que même le gouvernement iranien, quand il était prêt à négocier, notamment en 2015 avec l'accord sur le nucléaire iranien, les Européens et les Occidentaux n'ont pas respecté cet accord. Alors que l'Iran avait respecté cet accord. On va en parler justement. Washington, on l'a dit, un long contentieux avec l'Iran, toute administration confondue, même l'administration démocrate d'ailleurs avec Clinton, qui a sévi à l'endroit de l'Iran. Cela avait commencé bien avant, dès la révolution iranienne, d'ailleurs en 1979, qui avait renversé le Shah, connu pour sa répression, on va en parler. Alors cette année-là, en 1979, les États-Unis avaient gelé 12 milliards de dollars. Durant les années suivantes, je le disais, le département d'État américain a sanctionné tout investissement non américain de plus de 20 millions de dollars par an dans le secteur énergétique afin d'empêcher l'Iran de se développer, de développer ses capacités nucléaires. Et puis, vous l'avez dit, on pensait être arrivé à un accord en 2015 avec le fameux plan d'accord global. Toutes les levées des sanctions avaient été accordées à condition que l'uranium ne soit plus envoyé à Fordow, c'est-à-dire les sites nucléaires en Iran. Et puis en 2018, Trump arrive, les États-Unis se retirent de l'accord conjoint, retour des sanctions avec l'épisode de l'assassinat de Qassem Soleimani. Alors, j'en arrive à ma question. Qu'est-ce qui s'est passé pour mettre l'accord de paix avec l'Iran à la poubelle, comme on le dirait familièrement ? Parce qu'en fait, Trump voulait détricoter l'accord de son prédécesseur, d'Obama. Il a cherché tout simplement à reconstruire, à retravailler un deal avec l'Iran en étant plus sévère, et il voulait surtout un deal bilatéral et non un deal global englobant la Chine, la Russie et les pays européens, à savoir l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Il cherchait un deal Téhéran-Washington. Donc, il a essayé de tordre le bras à l'économie iranienne en remettant les sanctions en 2018 de manière unilatérale. Il a mis une pression militaire énorme également contre l'exécutif iranien en assassinant Qassem Soleimani à Bagdad le 3 janvier 2020, ce qui avait tout simplement intensifié les tensions dans la région. Trump est un homme du deal et en fait on le voit même que ce soit sur le cas iranien ou sur d'autres cas, il cherche à faire en sorte de pousser son adversaire à négocier dans des positions de faiblesse tout simplement. Donc là, l'envoi de l'armada, c'est également dans cette volonté de pousser les Iraniens à revenir à la table des négociations et à accepter les concessions qu'ils devraient faire tout simplement à l'administration américaine. On parle encore un peu des sanctions, il y a beaucoup de données à livrer. Alors, sous l'effet des sanctions américaines de 2012, par exemple, la classe moyenne iranienne aurait diminué de 17%. Puis, lorsque les sanctions étaient imposées, renforcées sous Trump, la classe moyenne a encore diminué de 28%. Les denrées alimentaires entre 2024 et 2025 auraient enregistré une hausse de 72%. Le coût de certains médicaments en Iran, des médicaments vitaux, ont augmenté de plus de 300% à cause des sanctions. Et également, on a vu des médicaments utilisés contre le cancer qui sont interdits à l'importation. Il y a forcément de la colère populaire, vous l'avez dit, mais on ne peut s'empêcher d'y voir ce qu'on appellerait une révolution de couleur dont les sionistes et les Américains ont le secret avec des lampistes sur place. On voit quand même un faisceau d'indices qui nous incite à esquisser ce type de scénario. En fait, il faut comprendre que les revendications populaires sont ultra légitimes compte tenu de la situation économique, comme vous venez de le faire, avec le tableau que vous venez de dresser, à savoir la paupérisation de tous les pans de la société iranienne. Il faut savoir aussi que, comme je l'ai dit, il y a des cellules du Mossad qui sont présentes au sein même de la société iranienne qui est divisée. Ça a été revendiqué par Netanyahou, pardon Alexandre. Ça a été revendiqué par Netanyahou. Hein.
Et même il y a des comptes, le compte officiel du Mossad sur Twitter revendique une aide c'est une aide affirmée et affichée publiquement. Alors on se souvient que Obama, lors des manifestations en 2009, était resté discret et n'avait pas voulu soutenir officiellement. Là aujourd'hui, c'est une officialisation du soutien américain et israélien aux révolutions, aux manifestants. On sait également que en 2022, John Bolton avait avoué publiquement à la télé que les manifestants recevaient l'aide de la part des Kurdes iraniens. Donc ça revient à ce que je disais auparavant, c'est que les pays ennemis à l'Iran profitent de la division ethnique et confessionnelle, parce que ça ne forme pas un bloc homogène, c'est plus de 90 millions d'habitants, c'est 4 fois la France. Et ils savent qu'il y a des divisions communautaires. Donc, ils vont jouer dessus pour alimenter un peu le chaos, les revendications, passer des armes, etc. Donc, de dire que les manifestants se soulèvent uniquement à cause des États-Unis et d'Israël, c'est faux. Mais de dire que Israël et les États-Unis n'ont rien à voir avec ça, c'est faux également. Ils sont intervenus et ils veulent en fait tout simplement qu'il y ait une forme de changement de régime ou en tout cas de mettre le régime en porte-à-faux. C'était un peu la même technique. C'était un peu la même technique aussi dans les années 90 en Irak avec Saddam Hussein, en mettant en place une forme d'embargo, en finançant des télévisions, des radios américaines, mais publiées en arabe, pour faire en sorte que la population se rebelle contre le gouvernement. Là, en l'occurrence, c'était contre Saddam Hussein, mais c'est la même chose avec l'Iran, parce qu'on sait très bien qu'il y a des canaux médiatiques qui sont financés par des succursales, on va dire, étrangères, qui alimentent en fait cette volonté de changement de régime. Alors vous me tendez une perche, Alexandre, puisqu'on l'a vu au cours de l'histoire récente, les sanctions économiques sont certes une arme, mais qui a rarement renversé les régimes. Ça brise surtout les peuples. Les sanctions économiques, on l'a vu avec le Venezuela, avec l'Irak, avec la Syrie, ne produisent pas l'effet escompté, en tout cas l'effet escompté de la part des Occidentaux. On détruit certes la valeur civile, on déstructure les classes moyennes, on assèche les circuits économiques sans atteindre le cœur du pouvoir. On a rarement eu une transition, un changement de régime avec des sanctions économiques. On a, au contraire, un chaos sur la scène populaire et un durcissement au sein du pouvoir. Ça se vérifie, en fait. Ça se vérifie à chaque fois. Ça se vérifie à chaque fois. Ça se vérifie au niveau de l'Irak de Saddam Hussein dans les années 90. Ça se vérifie aujourd'hui avec l'Iran. C'est un peu pousser la population appauvrie, en fait, qui peut-être est au chômage ou vraiment qui n'arrive plus à vivre, à subvenir à ses besoins, les pousser à se rebeller. Alors que peut-être initialement, c'était des gens qui étaient neutres ou qui n'avaient pas vocation à descendre dans la rue. On se souvient que, par exemple, durant la décennie 90, Margaret Albright, la secrétaire d'État américaine de l'administration Clinton, avait déclaré « It was worth it », ça valait le coup, en parlant des 500 000 morts irakiens morts de famine du fait de la paupérisation de toute la société irakienne qui n'arrivait pas à se soigner, qui n'arrivait pas à se nourrir, qui n'arrivait pas tout simplement à subvenir à des besoins de première nécessité. Donc là, c'est un peu la même chose en Iran. On voit qu'il y a quand même une grosse résilience du pouvoir iranien qui essaye tant bien que mal d'avoir des liens avec l'étranger malgré, comme je l'ai expliqué, l'extraterritorialité du droit américain, parce que les sanctions américaines ne visent pas que l'Iran, mais ils visent également les pays partenaires de l'Iran s'ils dollarisent leurs échanges. Donc c'est pour ça que l'Iran essaye de mettre en place, comme je l'ai expliqué, soit un système de troc, soit un système dédollarisé par le biais du Bitcoin, par le biais du yuan, par le biais du rouble, pour faire en sorte que ces transactions ne soient pas atteignables par les sanctions économiques américaines. Si Trump décidait de bombarder Téhéran, quelle serait par exemple la réaction de Pékin quand on connaît la centralité du pétrole dans les relations sino-iraniennes? La Chine, on le rappelle, est le seul acheteur du pétrole iranien, depuis pas mal d'années. Pékin le fait discrètement, certes, mais avec une guerre, pour Pékin, il serait difficile de réorienter rapidement l'achat du brut. Pékin serait aussi indirectement attaqué. Peut-être c'est ce que veut Trump. Oui, en effet, c'est un peu un effet domino avec ce qui se passe au Venezuela. C'est un effet ricochet, le fait d'avoir
chasser du pouvoir Maduro, c'était une volonté de s'en prendre non pas au Venezuela, mais de s'en prendre par ricochet aux Russes et aux Chinois. En s'attaquant à l'Iran, bien évidemment, on sait que 90% des exportations iraniennes en pétrole sont destinées à la Chine et ça représente entre 12 et 18% des approvisionnements en pétrole de la Chine. Donc ça toucherait automatiquement l'économie chinoise. Mais on sait par exemple qu'il y a un exemple avec la guerre des 12 jours en juin dernier. La Chine est restée très discrète. La Chine ne cherche pas la confrontation militaire. La Chine, c'est une puissance patiente dans le sens où elle reste discrète, elle reste en retrait, elle ne cherche pas la confrontation, elle veut un dialogue constructif et elle veut surtout faire du business. Son but est une stabilisation du Moyen-Orient pour faire en sorte que ces routes de la soie soient effectives du début à la fin, du marché chinois au marché européen, en passant du coup par l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Donc eux, ce qu'ils cherchent, c'est à apaiser les tensions. Ils ne vont pas du tout intervenir militairement, ils interviendront sur la scène diplomatique en appelant automatiquement à une désescalade, à des négociations, à la reprise du dialogue, en étant plutôt du point de vue iranien automatiquement, parce que le point de vue iranien qui, sa genèse, c'est quand même l'anti-américanisme, ça sert dans le discours de Pékin de dire qu'on a des alliés qui critiquent les États-Unis. En tout cas, la critique est justifiée compte tenu du nombre de sanctions, mais Pékin n'agirait pas militairement de manière frontale, agirait juste dans les coulisses pour essayer de tout simplement faire en sorte que les tensions se diminuent. Alors j'ai vu ça sur sur le quotidien Haaretz, quotidien sioniste. De temps en temps, c'est bien aussi de jeter un coup d'œil sur ce que diffuse ce journal, qui parfois diffuse des informations qui détonnent. Par exemple, on a appris que les films sur Téhéran des années 70, où on voyait plutôt une société laïque, où on voyait des femmes occidentalisées avec des jeunes Iraniens embourgeoisés, enfin qui avaient tous les codes occidentalisés. Eh bien, selon une enquête d'Haaretz, on a appris que derrière ces films, derrière ces montages se cachaient des agences sionistes, des agences de communication tout simplement israéliennes pour montrer que peut-être il y avait une contre-société iranienne de celle qu'on observe aujourd'hui. Bah oui, en effet. Et juste petite parenthèse, Haaretz c'est une bonne source d'information, même si On est c'est un d'accord. journal israélien. Il faut prendre des pincettes, bien évidemment. On est Mais d'accord. Haaretz reste une bonne source d'information. Même moi, ça m'arrive de lire leur rapport. Mais en effet, dans ce rapport que j'ai lu, il a été dit même que pour montrer que il y a une alternative au gouvernement, à la République islamique iranienne. Il parle notamment attendez, hop, j'ai eu un petit coupure. Oui, il parle notamment du soutien des bots israéliens lorsque Reza Pahlavi, donc le fils, le prince héritier de la dynastie Pahlavi, prend la parole. Ce sont que des bots israéliens qui vont relayer son discours sur les réseaux sociaux pour montrer qu'il est populaire, pour montrer qu'il a une aura et qu'il a une base, un ancrage populaire au sein de l'Iran, alors que ce n'est même pas le cas. On sait que les Occidentaux se basent beaucoup sur Reza Pahlavi et notamment les Moudjahidines du peuple, qui sont, on va dire, une émanation un peu marxiste, on va dire, plutôt, on va dire, alignée sur une laïcité, un peu un discours anti-religion, alors que Reza Pahlavi se base comme le monarque un peu tout puissant comme l'était son père, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le régime du Shah n'était pas non plus tout rose, malgré les images qu'on va pouvoir voir sur les réseaux sociaux pour Surtout avec la terrible politique, là, ça va, oui. peut-être Oui, que certaines... oui, certaines...
Certaines personnes qui scandent le retour du Shah ignorent ce fait-là. Alors, on a vu que le fils du Shah n'a pas d'ancrage politique, surtout qu'il flirte avec l'extrême droite mondiale. C'est d'ailleurs sur Fox News, la chaîne étiquetée à droite américaine, qu'il a promis qu'il, s'il revenait d'organiser un référendum, il a toujours refusé de faire l'inventaire de son père. Il souffre d'un manque d'envergure qui n'a pas échappé à Trump d'ailleurs, qu'il a qualifié de chic type tout en ajoutant qu'il n'était pas sûr qu'il fasse l'affaire. Oui, en effet, parce qu'il faut savoir que Reza Pahlavi est né en 1960. Il a quitté l'Iran en 1979, donc à l'âge de 19 ans. Son ancrage, il est aux États-Unis. Ça fait 40 ans qu'il vit aux États-Unis. Il vit aux frais de la fortune de sa famille qui représente environ 20 milliards de dollars, ce qui est énorme. Il a ses accès dans certains canaux diplomatiques en Israël, aux États-Unis, mais également en Europe, où c'est un peu une forme de coqueluche pour essayer de représenter aux yeux de l'Occident comme une forme d'alternative plausible en disant qu'il a un ancrage populaire en Iran, ce qui n'est même pas le cas parce que beaucoup d'Iraniens, même les nouvelles générations, ne le connaissent pas parce que, comme je l'ai dit, il a quitté le pays en 1979. Donc, il n'a pas de véritable ancrage politique, même en termes de popularité. Sa popularité, elle est surtout dans la diaspora iranienne qui réside à l'étranger, en Europe et aux États-Unis, mais également dans les couloirs des milieux, on va dire, pro-israéliens, où à chaque fois qu'on le voit manifester, ou en tout cas le drapeau de la monarchie des Pahlavis, on voit des drapeaux israéliens à chaque fois à côté. Donc, ce qui fait défaut, déjà, ce qui lui fait énormément défaut, et en juin de l'année dernière, donc pendant la guerre des 12 jours, il avait appelé de ses vœux au bombardement de l'Iran par Israël et par les États-Unis. Merci. Qui avait d'autant plus entaché son image en Iran. Donc, en fait, c'est une coquille vide. Il faut pas le mettre en avant parce que il ne représente rien en Iran. Il n'y a pas d'alternative. C'est pour ça que les États-Unis sont un peu mis en porte-à-faux parce qu'ils n'ont pas véritablement d'alternative politique. Merci Alexandre Aoun. Je crois qu'on a compris votre propos. Merci, on est obligé de rendre l'antenne. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes analyste en géopolitique et que vous intervenez à partir de Paris. Je vous dis à bientôt et merci pour ces éléments d'analyse. Merci à vous. L'échiquier international se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur A24 News et on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.